Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue le cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Damli Pasco. Salut Lee. Salut Punk. Et on continue sur cet excellent, sur le début, ça va nous prendre, je pense, un paquet de temps, sur cette conférence, ce cours. On a donc identifié comme étant un cours avancé, le cours avancé global concernant ce que maintenant on connaît comme ultra et graduate, que vous avez certainement pu faire pour certains en France. Et à l'époque, donc c'était sur un ensemble. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, la chance qu'on a, c'est qu'on a un audio qu'on a transcrit et on va vous donner un maximum d'informations, en tout cas les informations qui nous semblent intéressantes, parce que, comme le disait Lee la dernière fois, il y a des choses qu'il dit dans ce séminaire que elle-même, qui pourtant est une encyclopédie de la méthode Silva, n'a pas réentendu ou n'a pas entendu pendant les années où elle était en contact avec José ou avec même Laura, etc. etc. Oui, j'ai l'impression que, et je crois vraiment que ça a dû être la première fois qu'il a fait, mais il voulait dire tout ce qu'il avait appris dans les 3 jours, compact, danse, etc. Donc, c'est une condensation d'informations extraordinaires. Et vous rappelez-vous aussi, moi, j'ai passé le Ultimate avec José, 10 jours consécutifs du matin au soir avec José. Pourtant, il y a des choses là, je ne me rappelle plus, ou bien que je n'ai pas entendu auparavant ou qui m'ont vraiment frappé pour la première fois. Donc, c'est fascinant. Moi, je suis très contente qu'on fasse ça. Ouais, je pense que là, on a vraiment un dossier, on a quelque chose de vraiment intéressant. Ce qu'on disait la dernière fois avec Lee, qui est un petit peu compliqué, c'est que il y a Ed Burns, donc vous avez eu le podcast les 3 podcasts qu'on avait fait avec lui. Il a Lee vraiment t'estimes que c'est l'une des personnes qui était le plus proche de José. En tout cas, c'était un peu le script de José. Donc, il avait énormément de dossiers, énormément d'enregistrements, de vidéos et autres. Et ce qu'on se disait avec Lee, ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression qu'il n'a pas il a légué ici, entre guillemets, l'héritage risque de se perdre à un moment ou à un autre. C'est pour ça que très souvent, je vous parle de Ed et Lee aussi, et on tente de le bouger un petit peu à publier des choses comme on avait pu le faire avec les newsletters, comme là, on espère qu'il va valider l'idée qu'on lui a donnée. Il semblait motivé, mais sur ce texte-là, en l'occurrence, sur ce séminaire. Mais j'imagine qu'il a il doit avoir des trésors chez lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, il nous avait montré des vieux ouvrages qu'il avait, des premiers cours qui avaient été donnés, etc. Ça, c'est une mine d'informations. Et des photos de José tout seul. C'était extra, vraiment. Exactement. Et ça, je trouve que c'est ce qui est dur pour nous qui sommes en France. Alors, il y a tout l'avantage d'Internet, en France. Il y en a qui sont au UK, mais le truc, c'est qu'il y a cette distance et qu'on on peut pas être au plus proche. Peut-être il a plein de choses à partager, mais qui en ligne on peut pas le faire et qui peuvent se perdre et qui risquent de se perdre. C'est ce qu'on se disait la dernière fois. Et donc vraiment, moi, un de mes objectifs, c'est de tendre à chercher un maximum ces vieux dossiers, ces vieux ouvrages, etc., pour qu'on puisse avoir un maximum d'infos, parce que une fois que cette génération-là va partir, on va être vraiment quelque chose de nouveau, parce que il n'y aura plus de personnes qui ont eu une connexion. Alors bien sûr, on peut dire il y a les enfants et tout, mais les enfants étaient peut-être certainement moins impliqués que peut-être Ed sur certains aspects. Souvenez-vous ce que Laura nous avait dit. Pendant un moment, elle s'en fichait complètement de la méthode Silva. Ce qui est logique, elle avait, sa propre vie, c'était une jeune femme, elle avait ses trucs. Et c'est parce qu'elle est partie en vrille et que son frère lui a dit « Viens, parce que là, tu pars complètement en cacahuète », que elle s'est plongée dedans. Et c'est assez normal. En général,
Ouais, c'est assez naturel dans une famille que les enfants n'aient pas forcément envie de suivre ce que le père ou la mère a mis en place. Hein. Tu vois, moi, un truc qui m'étonne énormément, c'est Joe Junior. Joe Junior, il est constamment en copie de nos mails avec Ed. Ed sort des trucs avec Joe Junior, mais Joe, il s'investit ni réellement dans le travail de, on va dire, la partie de Ed, ni même dans Sylva International. Il est neutre. Il fait partie des deux, et en même temps, on l'entend jamais. C'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout investi, en tout cas en premier lieu, dans la méthode. Non, il n'a jamais été instructeur, Sylvain, et effectivement, il n'y avait que 2 des enfants de José Silva qui sont devenus quand même instructeurs, même si beaucoup d'autres on en parlait, on fait les démonstrations, etc. Donc, et en plus, Ed, étant pas membre de famille quand même, il a eu une vue beaucoup plus globale. Il était là, il était employé par Sylva International, donc il travaillait là dans le bureau tous les jours avec José et les autres membres de famille. Donc, il a perçu beaucoup de choses qui se sont passées. Il a eu beaucoup, et étant Ed, il adorait poser des questions. Donc, il a pris José Silva, il a interviewé des dizaines, si pas des centaines de fois. Il lui a posé des questions. C'est lui qui a écrit les réponses, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Là, nous, on a la chance de pouvoir être en contact avec. Qui répondent encore, parce que il est occupé d'autres choses, et puis parfois, comme il me dit, il est fatigué. Mais c'est cool, parce qu'on a vraiment cette notion et cette chance de pouvoir encore l'avoir. Et moi, ce qui m'embête un peu, mais ça, c'est mon côté... j'ai la même chose dans les arts martiaux. Hein. Quand les anciens partent, je me dis, mais ils avaient plein de choses à expliquer. Pourquoi on ne les a pas pris en vidéo? Pourquoi on n'a pas fait ça? Après, chacun il bosse à sa manière, mais c'est... Vous savez, la notion d'ancienneté, pour moi, j'ai vraiment la notion de quand il y a une personne âgée qui s'en va, c'est une bibliothèque qui meurt. Et c'est un peu ça, parce qu'il y a plein de connaissances en fait qui disparaissent si elles n'ont pas été léguées d'une certaine façon. Et c'est vrai que là, avec Ed, je pense qu'il a encore des mines d'or. Le problème, c'est que on le sait pas. Et que si on lui pose pas les questions, il va pas nous dire mais si, mais j'ai un truc, et là il nous ressort quelque chose d'incroyable. Enfin bon, on a cette chance déjà, on en profite au maximum. On s'était arrêté sur la partie où il y avait la guérisseuse qui a fait s'investir le jeune enfant à ramener et tuer 300 moustiques pour l'investir. Et là, on était vraiment dans cette idée de créer des conditions, et ça c'est vraiment important, créer les conditions qui sont optimum pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une progression dans une problématique quelle qu'elle soit. Alors, oui. Ça, au moins, je connaissais cette histoire parce que j'ai même cité comme un bon exemple de comment produire l'attente positive. Quand même. Ouais. C'est extra. C'est génial, et ça nous ramène autant pour les accompagnants thérapeutes que pour nous en Sylva de bien se poser la question, est-ce que je mets en place des conditions qui me permettent, est-ce que je ne suis pas simplement dans je veux de la pensée magique et donc je n'investis pas plus que ça parce que je veux un changement, pensée magique, ou est-ce que je mets au maximum les conditions pour réellement être dans une attente, pour réellement être dans ma croyance, pour réellement être dans mes désirs, et j'investis ces 3 pôles. C'est intéressant de voir la différence. Parfois, parce qu'on est épuisé, parce qu'on en a marre, parce qu'on est dans un état de déprime, on a juste envie de s'en sortir. Mais on n'a peut-être pas le désir ou peut-être pas l'attente. On est peut-être dans une attente excessive. Peut-être qu'il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir se dire, dans la méthode Sylva, il y a aussi cette notion à prendre en compte. Peut-être parfois, quand ça loupe, quand vous avez fait une technique et que ça ne fonctionne pas, il y a peut-être en amont, en méta, la question à se dire, tiens, mais est-ce que j'étais bien dans un vrai désir, une vraie croyance dans mes facultés ou dans la technique ou autre? Parce que lié à chaque fois, ce qui est génial, c'est qu'elle vous reprend sur les techniques, elle dit, ouais, mais est-ce que tu as fait ça comme ça, comme ça, comme ça? Et souvent, c'est pendant les séminaires ou c'est pendant les rencontres des anciens. Mais il se peut aussi que quand vous n'êtes plus en contact avec forcément les Sylva et que vous êtes à un moment donné autonome, il se peut qu'il y ait des moments où vous fassiez ça en routine
et que vous vous rendiez même plus compte que vous n'êtes pas dans une croyance qui est positive, une croyance qui se dit ouais, mais je peux y arriver. C'est plus je vais le faire, on verra. Mais il n'y a pas de. Et ce on verra peut être un peu embêtant parce que c'est pas le bon état d'esprit. C'est je le fais parce que j'ai une technique, mais bon, j'y crois pas trop. Ça n'a pas marché les 3 dernières fois, je vois pas pourquoi ça marche aujourd'hui. Alors que se mettre dans une condition à se dire attends, je recommence à réussir des petites choses, à m'endormir à l'heure, à me lever, un truc, retrouver des techniques et se dire bon, ça marche, donc ça nourrit le reste, et donc la technique que je vais faire là peut marcher. Bah, ça remet un ensemble, un état d'esprit qui est Silva, qui est ouvert, positif, etc. Tu es d'accord avec cette notion-là? Tu penses que si on n'est pas dans le bon état, entre guillemets, il est possible qu'il y ait moins d'impact positif, ou en tout cas qu'il y ait des moments où on soit dans un échec parce qu'il nous manque un de ces 3 ingrédients? Ok, oui, absolument. Et en fait, je trouve qu'il y a 2 ingrédients dans cette histoire de moustique. Déjà, il y a l'idée de s'investir. Hein? On ne peut pas attendre baguette magique, ça arrive. Il faut vraiment s'investir, il faut faire le travail, il faut étudier, il faut pratiquer. Alors lui, il a dû chercher son moustique, etc. Et ça, j'ai compris très, très tôt dans ma carrière instructrice parce qu'il y avait des gens qui disaient « Lily, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de ce cours, mais je n'ai pas de l'argent. » Et j'ai donné le cours gratuitement. Et après très peu de temps, j'ai changé les conditions parce que les gens étaient très contents au départ, mais ils n'ont pas investi quelque chose. Et c'était toujours ces gens-là qui étaient en retard, qui ont dû partir plus tôt, qui ont raté des bains, qui n'étaient pas tout à fait dans les exercices. Voilà. Et c'est pas que j'ai pas demandé de l'argent, mais après, les gens qui avaient vraiment pas d'argent, ils ont fait un travail pour moi. Ils ont fait une traduction, ils ont mis des flyers dans les boutiques, etc. Et ils étaient très contents parce qu'ils sentaient qu'ils s'investissaient. Bon, donc ça, c'est une chose, c'est l'investissement. L'autre, comme tu dis, c'est l'état de conscience. Parce que l'état de conscience, effectivement, c'est surtout cette idée de désir. Si on dit, oui, je vais faire ça au cas où, peut-être ça va marcher, on va voir. Comme tu dis, ce n'est pas le bon état de conscience. Et en fait, souvent, quand j'ai des sessions de suivi ou des réunions de diplômés, je demande des histoires de réussite et je demande quel était l'élément pour toi qui était présent à ce moment-là quand tu as eu normalement une réussite fantastique, difficile à croire, tellement c'était exactement ce que j'avais programmé. Et maintes fois, la réponse c'est j'ai eu une certitude. J'avais pas du tout un doute, j'avais pas même un oh là là, j'espère que ça, c'était vraiment, mais bien sûr, ça va arriver. Et évidemment, pas tout le monde peut créer une certitude comme ça, mais plus que je demande ça, c'est toujours une chose qui sort en avant, mais j'étais dans une certitude calme, en fait, que ça allait arriver. J'étais absolument sûre et voilà, c'était arrivé juste comme j'ai programmé. C'est extraordinaire. C'est marrant parce que hier, j'étais avec des potes que je vois depuis des années. C'est des potes entrepreneurs et qui ont notamment un des deux qui a vraiment super bien réussi. Et l'autre, je pense que c'est un prodige de la création d'entreprise. Il a créé plein de boîtes. Après, ça marche pas. Il veut passer des plus, il s'en dit. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et on parlait, il avait une Porsche, une 911, qu'il avait voulu, mais il y a des années, je me souviens, il y a des années, il m'a dit, ouais, un jour, j'aurai une Porsche. Et c'était l'époque, aujourd'hui, je trouve qu'on l'entend un peu moins, mais tu sais, c'était l'époque très Tony Robbins, euh, fake it till you make it, tu vois, c'était vraiment, allez vous prendre en photo, allez chez le concessionnaire, prenez-vous en photo avec, imaginez que c'est à vous, qu'elle est en... Alors, même si c'est très exagéré, parce que ça, en plus, ça a été encore plus démultiplié, je crois que c'était les périodes discrètes, tu vois, la loi d'attraction, etc., etc. Mais il avait fait ça à fond, à tel point qu'il me disait à chaque fois, non, non, mais t'inquiète, ma Porsche, je l'aurai. J'aurai une Porsche, je sais que j'aurai une Porsche. Et il a eu sa Porsche. Ouais. Et hier, on en reparlait, il me dit, mais tu sais, ce truc-là, j'étais persuadé que j'aurais ma Porsche. J'étais sûr qu'à un moment, je l'aurais. Alors, comme il dit, j'ai pas eu la dernière haut de gamme truc, mais il a eu une Porsche qu'il aimait beaucoup, qu'il a eu d'occasion. Il a eu une énorme occasion incroyable. Tu sais, vraiment, il était plus ouvert, il était en attente positive, il y a tout. On peut l'expliquer, hein, le pourquoi. Mais
vu qu'il était focus et qu'il savait ce qu'il voulait, bah, il était plus attentif aux annonces, il s'est fait l'argent qu'il fallait, il l'a mis de côté au fur et à mesure pour pouvoir payer. Et puis là, il va y d'autant plus parce que bah, il a trouvé une occasion incroyable, etc., etc. Ce qui fait que ça revient à ce que tu étais en train de dire, cette notion où il y a une certitude. Je suis certain de. Alors après, bien sûr, faut pas. Moi, je reprends souvent, tu sais, je relativise toujours avec le sport. Je peux te dire qu'il y a un paquet de gars qui sont certains qu'ils vont être champions, tu vois. Et tu finis la compète, il y a un gars qui l'est. Bon, bah. Et pourtant, je t'assure, hein, moi, il y a des moments, je suis allé en compète, j'étais certain que ça allait bien se passer. Je me fais sortir au premier tour, tu vois. Je fais bon, bah, d'accord. Et d'un autre côté, il y a des moments, j'y vais, je suis certain de rien du tout. Je me dis, si déjà je passe un tour, je serais content. Et là, je gagne. Donc, ça veut pas, c'est pas un absolu, mais c'est sûr que plus tu as un état d'esprit qui te permet tu restes focalisé. Je pense que la notion de focalisation, elle est intéressante. Tu sais où tu vas, tu distrais pas, tu vas pas dans tous les sens, tu restes concentré. Et ben plus, effectivement, je pense que tu as des bénéfices de tout ça. Et la méthode là-dessus, elle aide bien à rester focalisé, à rester sur le cap, etc. Donc, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Deuxième chose, et je reprends ton premier point, que je trouve intéressant, c'est tu donnes de la valeur au prix auquel tu le paies. C'est moi qui suis un expert du gratuit, tu vois, je donne du gratuit depuis 10 ans dans tous les sens. Je sais que les gens s'en tapent. Pour 80%, ils s'en fichent. Et c'est normal. J'ai 1500 MP3, ils sont gratuits. Les mecs s'en foutent. Tu vois, ils vont en avoir un, ils disent, oh, je l'aime pas trop, je vais en prendre un autre, tu vois. Donc, ce qui est normal, moi, c'était mon objectif, tu vois, qu'ils puissent avoir du choix. Mais on le sait bien, et là, bah, on en reparle régulièrement avec les copains qui sont entrepreneurs et qui sont vraiment super dans la réussite. Il me dit, oui, mais toi, tu as tout fait gratos. Donc, les mecs, ils mettent aucune valeur à ce que tu fais. Et ce qui est normal, j'ai pas de problème avec ça parce que moi, c'est ma vision des choses. Je veux que les choses soient gratuites pour que si tu en as besoin, si réellement tu en as besoin, parce qu'il y a aussi ça, tu vois, on va dire 80% des gens qui vont prendre mes contenus s'en fichent parce que c'est exploitable, c'est gratuit. Mais tu as aussi les 20% qui, eux, n'auraient pas pu se payer quelque chose. Ils s'investissent. Et c'est là où on arrive sur le désir, et je pense qu'on peut faire un parallèle sur motivation intrinsèque. Ils ont une motivation tellement importante, ils en ont tellement besoin. Ils ont besoin d'arrêter de se ronger les ongles, ils ont besoin de moins manger de sucre, ils ont besoin de tel ou tel truc, que juste l'écoute des MP3, j'ai parfois des retours qui sont incroyables de personnes qui disent j'ai arrêté ci, j'ai arrêté ça, j'ai refait ci, j'ai refait ça, juste en écoutant MP3, parce que eux, ils ont une motivation intrinsèque qui est énorme. Et le MP3, bah, il est juste là au bon moment pour être un levier pour leur permettre ce qu'eux, ils sont capables déjà de faire. Donc, on est vraiment dans cette notion d'état d'esprit, d'investissement. Et effectivement, tu as complètement raison. Je pense qu'à partir du moment, un des classiques qu'on a, et j'en parle souvent avec les copains thérapeutes, c'est tu sais, c'est la personne qui t'appelle à 19h et qui dit je voudrais un rendez-vous urgent, ça va pas du tout dans ma vie. Toi, tu n'as pas de créneau, puis tu dis allez, je vais prendre une demi-heure de plus tout à l'heure ou demain. Et donc, tu te dis allez, on a rendez-vous à 7h et la personne, elle ne se présente pas, elle n'est pas là et bien sûr, elle s'en fiche. Et ça, en fait, la plupart du temps, cette espèce de ah bah c'est bon, j'ai pu avoir un rendez-vous rapidement. C'est un petit peu ouais, bah donc si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Et tu sais qu'Erickson, je ne sais plus si c'était Erickson ou un autre hypno qui disait n'oubliez pas de faire attendre les gens, attendre positif, tu sais, c'est la notion d'attente, entre les rendez-vous, parce que s'ils ont l'impression que ça va trop vite, ils vont pas donner de valeur à l'attente que tu veux créer en tant qu'hypno, et en tant que thérapeute. Et c'est pas bête, tu vois, cette notion où je me débrouille pour résoudre ton problème, la plupart du temps, moi je l'ai aussi observé, mais c'est un feedback global, les gens vont te dire, non, ils ne sont pas venus, non, ils ne sont pas investis, parce que tu vois, cette espèce d'effort que tu as fait, il n'est pas rétribué. Alors que si on avait mieux cadré et dit non, 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 ça je peux pas, je te reçois que dans 3 jours parce que je suis full, bah, la personne, elle sera en attente de sa session.
si elle ne trouve pas quelqu'un en amont. Mais si c'est vraiment avec toi qu'elle veut travailler, eh ben, il y a de fortes chances que cette session 3 jours plus tard, même si c'était une urgence, soit une excellente session parce que la personne va créer quelque chose, déjà un état d'esprit, etc. etc. Tu vois, je trouve que tout ça, c'est vraiment intéressant parce que on est dans le cœur, au-delà de la technique de la méthode Silva, on a des concepts clés qui sont notre état d'esprit et notre façon dont on va exploiter la méthode. Et je trouve que bien se dire, j'ai une façon de me poser et une façon de voir les choses que je vais mettre en place spécifique, c'est important à garder en tête. Donc, on continue. Ah, on commence du coup. Parce qu'on a toujours... Ça fait 25 minutes qu'on parle, mais on n'a toujours pas parlé du texte. Hein. Alors, donc il revient sur, nous parlons du facteur d'attente, juste celui-là seul. Donc on revient sur cette notion d'attente positive. Hein. Quand nous trouvons qu'une personne a pris un certain médicament pour une certaine maladie et qu'elle a guéri, et plus tard ils ont découvert qu'il avait pris le mauvais médicament, là on est dans l'effet placebo, ou un médicament qui ne lui était pas destiné, pourtant il est déjà guéri grâce à la facteur d'attente, bon, on peut dire maintenant, grâce à l'effet placebo, à l'ensemble des projections et des attentes mises au travers du médicament et donc de l'état psycho-émotionnel qui va créer un feedback qui est positif. On sait que le placebo peut fonctionner 50% du temps. Donc d'ailleurs, c'est un des éléments qui est hyper important. Se dire, il y a des médicaments, ils ne fonctionnent que parce que vous voulez qu'ils fonctionnent. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, si un médicament peut le faire, bien sûr, votre esprit en est en grande partie capable. Attention, ça ne veut pas dire qu'on peut placeboiser tout. Mais il y a quand même des tests incroyables qui sont faits. Et on a eu la chance avec Lee. C'était Alice, je crois, qui avait fait un super... Alice Guillon, je crois, qui avait fait une heure et demie incroyable. Génial, oui, oui. Et en fait, Alice, qui est très scientifique et en même temps hyper, elle a même parlé des placebos mentaux, c'est-à-dire, et là, ça m'a confirmé le fait que moi, j'ai toujours dit les médicaments dans le laboratoire sont des effets placebo. Et disait effectivement, elle avait des schémas et des expériences pour le prouver qu'on pourrait même imaginer qu'on prenait un médicament et avait l'effet placebo. J'étais tellement contente avec elle. Ça, c'était génial, parce que moi aussi, c'est une des parties où je me suis dit, waouh! Alors, après, elle avait donné pas mal d'éléments assez intéressants, notamment, elle a dit, on peut faire des placebos mentaux, notamment pour les personnes qui ont déjà pris, alors c'est un test, je t'en avais peut-être parlé pendant la convention, mais une de mes idées, je ne l'ai pas encore mise en place, j'en ai parlé à du monde, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé des personnes. Je voulais en fait prendre des personnes qui ont été arrêtées par les fédérations pour dopage. Pourquoi ? Parce que en fait, donc ils ont pris des substances. Et ce qu'avait expliqué Alice avait dit, on peut réussir d'autant plus à faire des placebos mentaux quand les personnes ont déjà reçu la molécule ou les molécules qui ont déjà fait un impact sur le corps. Oui. Ce qui est hyper intéressant, ça voudrait dire que, et là je pensais au dopage parce que c'est quelque chose qui dans le sport est extrêmement courant, se dire, le gars qui par exemple a pris une substance X pour, on va dire prise de masse, il devient plus costaud. Il s'est fait arrêter par la Fédé, il n'a pas le droit de concourir pendant X temps. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est me dire, est-ce que on pourrait, par l'effet hypnotique / placebo, recréer, vu que son corps a mémoire de la capacité et des modifications qui s'est passées avec une molécule, de recréer la même chose sous hypnose, sachant que ça serait plutôt un rappel de ce qui a déjà été vécu, tu vois, par le corps, au travers d'une pilule imaginaire ou même d'un dragibus, quoi, tu vois, d'un bonbon, on s'en fiche. Mais réussir cette notion-là. Et ça, j'aimerais bien le tester parce que je trouve que quand elle nous a expliqué ça, je trouve que ça ouvre un paquet de potentiel. Ça voudrait dire que quand les gens, tu vois, après, c'est complètement des hypothèses que j'ai cogitées, mais
tu dis aujourd'hui, on risque d'avoir dans les décennies à venir un manque de médicaments. Tu sais, il y a des problèmes de médicaments. Mais si réellement le placebo peut avoir une espèce de rappel de ce qui a déjà été vécu. Si par exemple, tu as déjà pris du paracétamol, logiquement, si on reprend la logique, ton corps l'a déjà pris plusieurs fois, donc il devrait avoir une mémoire de. Est-ce que l'effet placebo sur quelque chose qu'on a déjà vécu avec des conséquences qu'on connaît, ça a diminué ma température, j'ai moins mal à la tête, le fait de ne plus le prendre physiquement, mais juste le faire psychiquement dans l'état qu'on connaît, amènerait pas le même feedback. Ce qui fait qu'on aurait moins besoin de consommation de médicaments parce que notre corps l'a déjà enregistré comme étant un facteur qu'on peut recréer à volonté. Toi, ça, je trouve qu'il y a des choses vraiment intéressantes et j'aimerais bien faire les expériences pour voir si ça fonctionne. Je suis sûre que ça va fonctionner. Hein? Ça serait fascinant d'avoir vraiment des gens qui essaient et qui sont mesurés, etc. En fait, ça me rappelle une expérience que j'ai lue dans la psychoneuroimmunologie, une des premières expériences où, en fait, on avait une jeune fille qui était malade, je ne sais plus la maladie, mais le seul médicament était très toxique. Donc, c'était presque aussi nocif pour elle que la maladie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris juste un tout petit pourcentage de cela et on l'a donné le médicament un tout petit peu en même temps qu'on lui a donné, alors c'est une rose et de l'huile au foie de Oui, ouais. cod liver oil. Oui. Ouais, Et donc, une odeur et un goût très, très spécifique qu'ils ont ancré avec le médicament. Et après, ils ont pu réduire le médicament et ils donnaient uniquement l'odeur et le goût et aucun médicament, mais son corps a continué à agir comme s'il avait pris le médicament sans les effets nocifs. Donc, c'est une autre expérience, mais ça montre un peu justement que quand le corps a la mémoire et on sait comment stimuler ce mémoire, c'est ça, hein, qu'il peut reproduire les mêmes effets bénéfiques. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme à travailler, d'autant plus pour les accompagnants. Quand on fait de l'hypnose médicale, hein, alors en France on ne dit pas quoi, c'est complémentaire au médical, c'est vraiment important. On a des gens qui sont sous prescription, etc. Bien sûr, aucun hypno ne pourra vous dire arrêtez vos prescriptions à moins qu'il soit docteur, mais si il peut y avoir justement diminution des symptômes parce que moins de consommation, parce que le médecin s'aperçoit que il arrive à mieux gérer tel ou tel truc en imaginant juste qu'il prend une pilule plutôt que prendre sa pilule ou en prenant la moitié de ce qu'il prenait d'habitude et qu'il a des feedbacks qui sont positifs, le médecin sera le premier à dire attends, on va diminuer parce qu'on sait très bien que les addictions aux médicaments et tout ça, c'est pas bon et qu'il y a toujours des effets négatifs qui peuvent voir le jour. Donc effectivement, je pense qu'il y a un potentiel qui est extraordinaire et l'effet placebo, c'est amusant parce que très souvent, tu entends les gens, tu as l'impression que l'effet placebo, c'est un peu le truc discriminant. Ah oui, mais c'est un effet placebo. Alors qu'en réalité, c'est extraordinaire. Là, moi, à chaque fois que j'entends ouais, c'est un effet placebo, mais c'est incroyable en fait. C'est fou. Mais bon, ça n'a pas l'air de marquer plus que ça. On va s'arrêter là pour la première partie. Donc, c'est bien, on aura fait une phrase. On va avancer. Je sens que c'est. Parce qu'on a 600 pages. Hein, on ne vous l'a pas dit au départ. Mais là, on doit être à la page. Attendez. On est à la page. Pas très loin pour le moment. Ouais, c'est ça, on doit être 12 ou 15. Voilà, il y a 600 pages. Si on va à ce rythme-là, dans 10 ans, on a fini. Hein, donc, ça devrait être pas mal. Donc, il y a tellement de domaines qui touchent quand même dans ce séminaire que chaque fois, on change un petit peu de sujet. Waouh, il faut qu'on discute. Ouais, non, mais ce séminaire, il est vraiment, vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà des retours, peut-être des retours d'expérience sur le placebo, sur vous-même, ce que vous avez pu vivre, etc., des questions, des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Et nous, à tout de suite. À tout de suite.